HomeKit est l'architecture que Apple a mis en place il y a plusieurs années. Pour ceux qui se demandent pourquoi on appelle ça des kits comme HomeKit, ben, essentiellement, c'est parce que Apple a ce qu'on appelle des coffres à outils qui sont utilisés au niveau des programmeurs, que ce soit HomeKit ou d'autres. Et ça finit tout le temps par le mot kit, voulant dire que ces outils, ces coffres à outils-là ou ces librairies-là pour macOS et pour le développement et aussi pour iOS et iPadOS, tvOS sont disponibles. Donc, dans le cas d'HomeKit, ça a été développé il y a plusieurs années dans les dernières versions de macOS, iPadOS, iOS, il y a eu des mises à jour importantes et ces mises à jour-là ont permis d'étendre les fonctionnalités. Donc, c'est un écosystème qu'Apple a développé pour essayer de faciliter la gestion des différents appareils, qu'on parle d'ampoules intelligentes, d'interrupteurs intelligents, de thermostats. Donc, tout ce qui peut être lié à la domotique est géré par ce type d'architecture-là. Donc, au départ, l'architecture d'HomeKit fonctionne sur un certain nombre de protocoles. Un des plus importants est le Wi-Fi. Donc, HomeKit permet d'avoir des appareils qui vont être sur le réseau Wi-Fi et d'interagir directement avec ces appareils-là, que ce soit des ampoules, que ce soit des interrupteurs pour des lumières, que ce soit aussi des prises électriques, des prises de courant qu'on peut activer ou désactiver au besoin. Donc, le réseau Wi-Fi est un des vecteurs, des protocoles qui est utilisé pour être capable de communiquer avec les appareils. Cependant, il faut garder à l'esprit que ces réseaux-là sont souvent congestionnés ou à tout le moins peuvent être instables parce qu'il y a beaucoup de trafic sur ces réseaux-là. D'une résidence à l'autre, dépendant de votre architecture, du type d'équipement que vous avez, ça se peut que dans certains cas, le Wi-Fi soit un peu plus lent ou un peu plus difficile à rejoindre ou à tout le moins générer des moments où les appareils ne répondent pas ou répondent avec un délai un peu plus élevé. Donc, il faut garder à l'esprit que le Wi-Fi est un élément qui est super important dans l'architecture d'HomeKit et dans la majorité des systèmes de domotique. Ceci étant dit, ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'on a un bon routeur, des bonnes bornes Wi-Fi. Il faut que le signal soit de qualité partout dans votre résidence ou votre appartement. L'idée, c'est de tester avec votre téléphone, avec un ordinateur, la force de votre signal un peu partout à travers les différentes pièces. S'il y a des étages, d'aller aux étages, au sous-sol, de façon à identifier peut-être les zones à risque. Et s'il y a des appareils qui doivent entrer en communication via le Wi-Fi dans ces zones à risque-là, bien, au moins, vous pourrez prendre action et essayer d'étendre votre réseau. Donc, gardez à l'esprit que le Wi-Fi n'est pas infaillible. C'est quand même un bon vecteur, un bon protocole pour être capable de communiquer, mais il y a ses limites aussi dépendant des environnements. Et comme j'ai déjà expliqué, il y a tout le temps une possibilité qu'il y a de l'interférence qui viennent peut-être de d'autres routeurs ou bornes Wi-Fi aux alentours. Donc, ça aussi, ça peut avoir un effet sur la qualité du signal. Deuxième élément important, c'est le Bluetooth. Certains appareils vont interagir via le Bluetooth pour être capables de parler au contrôleur, au concentrateur HomeKit dans ce genre d'architecture-là. Et c'est aussi vrai pour les autres compagnies ou les autres architectures, là. Le Bluetooth est vraiment un élément essentiel. Ça, c'est étant dit, il faut s'assurer d'avoir des concentrateurs, des hubs finalement HomeKit pour une couverture maximale tout comme le Wi-Fi. Il faut s'assurer que s'il y a des zones où le Bluetooth fonctionne moins à cause des séparations, des divisions, des matériaux qui sont utilisés, l'isolation ou des murs de béton, ben, il faut s'assurer qu'on peut répartir nos concentrateurs parce que dans le cas de l'architecture, vous allez voir plus tard, on peut avoir plus qu'un euh, concentrateur à l'intérieur d'une résidence, d'un appartement, d'un condo et nous permettre à ce moment-là de diffuser le Bluetooth de manière plus spécifique dans certains endroits. Euh, le HomePod Mini, dans ce cas-ci, permettra d'étendre la couverture Bluetooth, soit au niveau de Thread et Matter aussi. Donc, gardez à l'esprit que on peut y aller avec un hub qui est centralisé, mais si on a besoin de gérer certaines zones, ben, l'iPod Mini est un appareil qui est un peu moins dispendieux, mais qui va offrir aussi des fonctionnalités, en plus d'étendre la capacité du hub à rejoindre l'ensemble des appareils dans le secteur. Euh,
un Apple TV, là, vous allez le voir, là, c'est vraiment le hub qui est recommandé. Il faut que ce soit un Apple TV 4K avec un port Ethernet, absolument. Juste Wi-Fi, ça ne fonctionnera pas. Ça peut permettre dans certains cas d'étendre la couverture. Il y a des cas que j'ai vu des gens qui utilisent des Apple TV qu'ils avaient déjà un peu partout parce qu'ils ont plus qu'une télévision. Et ils les utilisent comme relais pour être capable de couvrir peut-être un sous-sol ou une pièce plus éloignée. Ça peut être un garage s'il y avait une télévision au niveau du garage. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser aussi l'Apple TV parce qu'il peut se dissimuler et on n'est pas obligé d'avoir un HomePod mini ou un HomePod 2 pour être capable de gérer cette extension-là. Et finalement, l'iPad permet aussi d'être un concentrateur ou à tout le moins de pouvoir interagir avec les équipements. Ceci étant dit, il faut l'utiliser en dernier recours. Certains iPads ne sont pas compatibles à Thread et Mather. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard le Thread et Mather, qu'est-ce que c'est. Mais en gros, l'iPad peut vraiment dépanner, mais c'est vraiment dans un cas extrême. Il ne faut pas se fier à cet appareil-là. Surtout que si on commence à se promener avec à l'extérieur, ben, l'iPad ne peut plus agir à ce moment-là localement avec les différents appareils. Donc, ça peut devenir un enjeu de ce côté-là. Thread. Thread est un protocole qui a été développé par Apple dernièrement. Là, ça ne fait pas très longtemps. Je pense que ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans. C'est un protocole de communication un peu comme le Wi-Fi ou Bluetooth, mais qui est à très faible consommation énergétique. Donc, ressemble beaucoup à Bluetooth en termes de sa capacité à utiliser l'énergie. Il permet d'avoir un réseau maillé comme le Wi-Fi qui se propage d'accessoire en accessoire. Donc, essentiellement, c'est un protocole qui permet à différents appareils qui sont évidemment compatibles à Thread d'être capable d'envoyer, de relayer les messages d'un à l'autre pour aller au bout de la chaîne, envoyer le message final à l'appareil qui doit activer une fonction ou faire une action quelconque. Donc, Thread, c'est le protocole qui est vraiment propre à Apple pour être capable de d'étendre son réseau. Ceci étant dit, il faut que les appareils que l'on achète soient compatibles à Thread pour être capable techniquement d'utiliser ce protocole-là. Ce protocole-là est maintenant disponible, donc on va voir de plus en plus des logos apparaître comme vous voyez à l'écran présentement. Et ces logos-là spécifient que l'appareil a été certifié sur Thread et donc va bien s'arrimer à l'intérieur d'une architecture HomeKit d'Apple domicile. Euh, évidemment, les accessoires de Thread ont besoin d'un concentrateur compatible, donc il faut que ce soit vraiment un HomePod mini, un HomePod 2 ou un Apple TV 4K Ethernet qui sont les prérequis. Il y a aussi Matter, qui est la nouvelle norme qui a été rendue publique il y a environ 1 an. Matter, essentiellement, c'est un autre standard qui a été développé comme HomeKit, mais qui est développé par plusieurs entreprises en même temps. Donc, c'est comme un langage commun que les compagnies commencent à se donner. Des compagnies comme, bon, évidemment, Apple, mais Google, Samsung, Amazon. Il y a plein de compagnies qui permettent d'utiliser un protocole générique à travers l'ensemble de ces appareils-là ou de ces architectures-là, de façon à ce qu'on ne soit pas obligé d'acheter nécessairement une version spécifique pour, par exemple, HomeKit ou pour Amazon ou pour Google. Donc, c'est un protocole qui est vraiment ouvert. Évidemment, qui dit protocole ouvert dit dans certains cas, il peut y avoir des limitations. Il est possible que certains appareils n'ont pas toutes les fonctionnalités que l'on aurait dans un autre protocole parce qu'il y a un langage commun qui est utilisé et souvent on y va avec le plus petit dénominateur commun sur l'ensemble des différents protocoles. Donc, Mather tente de les regrouper, tente de s'assurer de couvrir au maximum les fonctionnalités, mais il est possible dans certains cas que certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles via Mather. Donc, c'est disponible depuis 2022. Et HomeKit est l'application maison là, qui est utilisée sur les différents appareils est compatible Mather depuis la version iOS 16.4. Donc, ça, c'est maintenant chose faite sur l'ensemble des appareils qui sont à jour là, parce qu'on est déjà rendu sur des versions 16.5 et plus sur plusieurs appareils.
Donc, gardez à l'esprit que Matter est là. C'est vraiment une assurance que si vous changez d'architecture, que l'appareil va pouvoir fonctionner. L'autre chose, c'est que dans certains cas, les protocoles Matter vont être un peu plus dispendieux. J'ai vu chez certains fabricants où c'est moins cher y aller avec une version spécifique, que ce soit avec Amazon, avec HomeKit ou avec Google. Mais quand on prend la version Matter, il y a comme un coût supplémentaire qui est ajouté à cause de de cette intégration-là qui est plus générique. Donc, gardez à l'esprit que ce n'est pas le même prix. On verra avec le temps si les compagnies vont continuer à utiliser les versions spécifiques par fabricant en termes de support ou s'ils ne vont pas juste standardiser sur Matter, peu importe la plateforme. Donc, ça sera à voir dans les prochaines années comment ça va évoluer de ce côté-là. Parce qu'évidemment, c'est un marché qui est en pleine expansion. On parlait de hubs. Alors, ça ressemble à quoi des hubs? On en voit trois ici. On voit le HomePod mini en haut sur un Apple TV et finalement le iPad qui peut agir comme hub. Ceci étant dit, les hubs, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ils ont des caractéristiques particulières du côté d'HomeKit. Et une de ces caractéristiques-là, c'est qu'il faut que le- le- le hub soit constamment éveillé ou à tout le moins prêt à envoyer un message parce qu'on ne veut pas avoir à devoir réveiller un appareil et attendre avec un délai qui est déraisonnable pour qu'une action soit envoyée à un accessoire, que ce soit d'ouvrir un store, allumer une lumière, débrancher une lampe. Donc, peu importe l'action qui sera demandée ou changer la température, on veut que ce soit le plus immédiat possible. Donc, comment fonctionne le hub d'Apple? Essentiellement, on va prendre l'exemple ici d'utiliser un Apple 4K Ethernet, donc avec un port Ethernet à l'arrière. Euh, la raison pourquoi je le précise, c'est qu'il y a deux versions maintenant de l'Apple TV. Il y a une version sans port Ethernet et un avec port Ethernet. La différence, c'est que le sans port Ethernet fonctionne strictement en Wi-Fi et l'autre version fonctionne autant en Wi-Fi que câblé. Mais c'est important qu'il soit câblé. Ça assure 100% de connectivité, compte tenu que, comme j'ai dit tantôt, le Wi-Fi peut être congestionné, il peut y avoir des délais, il peut y avoir l'interférence. Donc, on ne veut pas aller de ce côté-là en termes de domotique. On veut s'assurer d'un temps-réponse qui est maximal. Donc, dans le cas du hub, ce que Apple propose comme architecture, c'est que au départ, les différents appareils qu'on va acheter, qu'on va vouloir configurer, que ce soit une prise de courant, une poignée intelligente, une ampoule, on a aussi des caméras ou des sensors qui peuvent être ajoutés, ils vont au départ être initialisés, enregistrés via soit un iPhone, soit un iPad. Et une fois qu'ils vont être enregistrés, ils vont être autorisés à être utilisés par le hub. Dans ce cas-ci, ce sera un Apple TV 4K. Et ce hub-là va se synchroniser avec iCloud de façon à permettre à un appareil du compte qui est à l'extérieur du périmètre du réseau sans fil d'être capable d'interagir avec les différents appareils. Donc, exemple, changer la température, fermer un store, allumer une lumière. Donc, on va être capable de faire ça à distance via le cloud, de façon sécuritaire, bien évidemment. Et aussi, on va pouvoir avoir en temps réel un état de la situation, c'est-à-dire est-ce que l'action a été conclue ou non? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un appareil qui est en attente ou qui n'est pas rejoignable? On va le savoir pratiquement en temps réel au niveau du fonctionnement de notre maison, de nos appareils dans notre maison. Donc, c'est vraiment une étape qui est assez simple de configurer un appareil. Le relais est passé au hub qui, lui, prend contrôle de la situation. Euh, Au niveau de l'interactivité, bien, tout dépend aussi de l'appareil. Dans certains cas, ça va être utilisé via le Wi-Fi. Dans d'autres cas, ça va être utilisé via Bluetooth ou Thread. Donc, dépendant du protocole que l'appareil utilise, le iPhone va être capable d'établir la connexion et de faire finalement l'enregistrement avec les différents protocoles qui sont utilisés. Au sein d'une architecture, on peut avoir plus qu'un protocole qui est utilisé. Donc, ce n'est pas parce qu'on commence à acheter des appareils qui sont Bluetooth qu'il faut que l'ensemble des appareils soient Bluetooth. Donc, le hub va permettre de communiquer via les différents protocoles en même temps, de façon complètement intégrée. Et pour vous, ce sera transparent.
C'est sûr qu'au niveau de troubleshooting, donc si on doit faire du support, on doit trouver une problématique, ben, il faut comprendre comment l'appareil interagit avec notre hub et après ça, déterminer qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de régler le problème. Parce que oui, il est possible qu'il y ait des appareils qui ne répondent pas ou des appareils qui ont un temps de réponse qui est trop long. À ce moment-là, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui cause ce problème-là à l'intérieur de l'architecture. Puis je vous en reparlerai parce que j'ai eu à faire face à ce genre de situation-là. Je pense bien l'avoir réglé. Et il faut vraiment prendre le temps de bien diagnostiquer la source du problème. Donc, une fois qu'on enregistre notre concentrateur ou nos concentrateurs, dans ce cas-ci, il y en a deux. On voit qu'il y a un Apple TV et il y a aussi un HomePod mini qui est dans une chambre. Donc, Apple va bien identifier les différents concentrateurs et après ça, va être capable de vous demander lequel vous voulez qu'il soit le principal, celui qui prend en charge l'ensemble des requêtes. Dans mon cas, je n'ai pas pris de chance. On y va avec l'Apple TV. On est connecté via Ethernet, un câble, et on s'assure d'avoir un maximum d'intégration. On voit aussi que j'ai un pont plus bas, j'en reparlerai. J'ai un Smart Bridge qui est plus bas, qui est greffé à mon écosystème, à mon architecture. Donc, en tout, présentement, j'ai comme trois centres de commandement et le principal est l'Apple TV dans le salon. Donc, à quoi ça ressemble? Ben, physiquement, on voit que j'ai un Apple TV dans le salon où ce que la TV est installée. Cet Apple TV-là, à l'origine, était un Apple TV, je crois, de deuxième génération. Euh, je n'ai pas vérifié, là, mais je pense que c'est un deuxième génération. Et le but était de contrôler. Bon, j'ai un ensemble d'appareils. Là, vous allez le voir au cours des prochains clips que je ferai. Essentiellement, j'ai des stars, j'ai vous allez voir aussi avec Lutron, j'ai des interrupteurs intelligents, j'ai un paquet d'autres appareils qui sont reliés à mon écosystème. Et cet appareil de deuxième génération-là semblait me causer des problèmes parce que j'avais des stars qui ne répondaient pas toujours quand je faisais fermer, ouvrir. Des fois, il y avait un long délai. Des fois, c'était carrément pas de réponse, pas capable de retracer l'appareil. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ajouté un iPod mini, un HomePod mini dans la chambre que vous voyez à droite, là, dans la section 4. J'ai refait des tests pendant un certain temps pour m'apercevoir que le même problème continuait à être présent. Donc, ma conclusion était que bon, le réseau Wi-Fi était bon. Mes stars, dans mon cas, étaient Bluetooth. Donc, techniquement, le HomePod pouvait rejoindre même les stars dans la chambre sans problème parce qu'il était vraiment à proximité de la fenêtre. Donc, j'ai changé carrément l'Apple TV pour un Apple TV de dernière génération, là, la génération 3, je crois. J'ai pris la version Ethernet et tous mes problèmes ont été réglés. Donc, ce que je soupçonne, c'est qu'il y avait peut-être un enjeu avec le signal Bluetooth ou à tout le moins la gestion du hub sur l'Apple TV de génération précédente que j'avais. Donc, je crois avoir résolu le problème, puisque là, le temps-réponse, on parle de millisecondes. Là. Dès que je ferme un star, le star ferme automatiquement, je rouvre la lumière, c'est instantané. Donc, il n'y a pas de délai, c'est vraiment très, très, très rapide. Donc, j'en conclus que j'avais un enjeu au niveau de l'Apple TV et en achetant un modèle plus récent, ça a complètement réglé les problèmes. Donc, vous avez l'architecture que j'ai présentement en place. Donc, ce qu'il faut se rappeler du côté de HomeKit essentiellement, c'est vraiment une architecture qui va vous permettre de gérer l'ensemble de vos appareils. C'est l'avantage que des compagnies font en développant des écosystèmes. Apple le fait, Google le fait, Amazon le fait. L'idée ici, c'est d'être capable de centraliser la gestion, éviter d'avoir un paquet d'applications parallèles pour gérer nos différents appareils. Oui, il faut avoir ces applications-là parallèles en place si jamais on doit faire du dépannage, essayer de trouver une problématique ou comprendre ce qui se passe. Mais au-delà de ça, à la fin, ce qu'on veut, c'est un seul écran où on contrôle l'ensemble de nos appareils pour éviter d'avoir à se promener à travers une multitude d'applications avec une multitude de mises à jour. Donc, c'était un bon résumé là, de l'architecture de HomeKit. Je vais vous parler dans
un deuxième temps de mon expérience avec des interrupteurs intelligents. Et au courant des prochains épisodes, je vous parlerai aussi des autres équipements qui se sont greffés avec mes expériences, les pour, les contre, qu'est-ce que j'aime moins, les enjeux aussi. Donc, ça vous donnera quand même une bonne idée de comment choisir vos équipements et après ça, quelles questions vous posez et comment les utiliser par la suite.